Hop, 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 arrête tout de suite là. Mais attends, qu'est-ce qui t'arrive là? Et si les graines de chia étaient un facteur de risque de cancer? Oh, this you crazy mother... Mais on a prouvé que c'était le cas? Non, on n'a juste jamais fait d'études là-dessus. Et l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc, on ne sait pas. Donc, tu devrais suspendre ton jugement sur la question. Bah moi je veux bien suspendre ce que tu veux, mais enfin en attendant, ça t'embête pas si je bouffe mon bol de chia quand même? Le raisonnement qui consiste à dire que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence n'est pas, en théorie, complètement faux. Mais il présente 3 problèmes. Le premier, c'est qu'avec ce type de raisonnement, on ne peut arriver qu'à 2 conclusions possibles. On ne sait pas, ou oui. Soit il n'y a pas d'études sur la question, donc tu vas conclure on ne sait pas. Soit il y a des études sur la question, et là, 2 possibilités. Elles sont négatives. Elles n'ont pas permis de mettre en évidence que les graines de chia étaient un facteur de risque de cancer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas le cas. Peut-être que les graines de chia augmentent effectivement le risque de cancer, mais que les études faites jusqu'à maintenant n'ont juste pas réussi à le démontrer. Donc, tu vas conclure on ne sait pas. Soit elles sont positives et retrouvent que les graines de chia augmentent le risque de cancer. Et tu vas donc conclure oui. Attends, je vais trouver la faille dans le raisonnement. Il n'y a pas de faille dans le raisonnement. D'un point de vue strictement théorique, le raisonnement est vrai. On ne pourra jamais prouver que les graines de chia ne sont pas un facteur de risque de cancer, comme on ne pourra jamais prouver que quoi que ce soit n'est pas un facteur de risque de cancer. Comme on ne pourra jamais prouver que quoi que ce soit n'est pas un facteur de risque de quoi que ce soit. On peut uniquement prouver que c'est le cas. Donc, on ne peut arriver qu'à 2 conclusions. Soit les graines de chia donnent le cancer, soit on ne sait pas. Le deuxième, c'est que dans ce raisonnement, l'absence d'études et les études négatives conduisent toutes les deux à la même conclusion. On ne sait pas. Mais une étude négative ou pas d'étude du tout, c'est quand même pas tout à fait pareil. Le troisième, c'est qu'avec ce raisonnement, tu vas forcément un jour finir par conclure que les graines de chia sont un facteur de risque de cancer, même si ce n'est en réalité absolument pas le cas. Imaginons qu'il n'y ait aucun lien entre le cancer et les graines de chia. Tu vas faire une première étude qui, si elle est négative, va te conduire à la conclusion on ne sait pas. Puis une deuxième qui, si elle est également négative, va te conduire à la même conclusion, etc. Jusqu'à ce que tu finisses par faire une étude qui sera faussement positive. Et là, tu t'arrêteras en disant « j'ai finalement réussi à prouver que les graines de chia donnent le cancer ». Pour aller un peu plus loin et résoudre ces 3 problèmes, il existe une solution, l'analyse de puissance. Mais d'abord, il faut bien formuler notre question. Ouais bah, Sophie là, la prof de yoga, elle bouffe des graines de chia tous les matins et elle est en super santé. Alors que Sylvie, la sœur à Jean-Claude, elle sait même pas ce que c'est que des graines de chia et bim, cancer. Donc tu vois, ça veut rien dire. On peut donc en conclure qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. La question n'est donc pas est-ce que les graines de chia donnent le cancer, mais est-ce que la consommation de graines de chia est un facteur de risque de cancer. Un truc est un facteur de risque d'une maladie à partir du moment où le risque relatif qu'il entraîne est différent de 1. On pourrait également formuler la question ainsi, est-ce que la consommation de graines de chia entraîne un risque relatif de cancer supérieur à 1 ? En médecine, pour pouvoir affirmer quelque chose, il faut prouver que c'est vrai. Et pas l'inverse. On ne peut pas affirmer des choses comme ça, gratos, et ensuite arguer que c'est vrai parce qu'on n'a jamais démontré le contraire. L'hypothèse qui reste vraie tant que j'ai pas démontré le contraire s'appelle l'hypothèse nulle. Et cette hypothèse nulle, c'est que ce que je veux démontrer est faux. L'hypothèse nulle, c'est celle qui est vraie par défaut. Elle est notée H0. L'hypothèse que l'on veut prouver est notée H1. C'est l'hypothèse alternative. Donc, l'hypothèse nulle H0, c'est non, les graines de chia ne sont pas un facteur de risque de cancer. Et l'hypothèse alternative H1, c'est oui, les graines de chia sont un facteur de risque de cancer. Question. La consommation de graines de chia entraîne un risque relatif de cancer supérieur à 1. Et il existe une vérité absolue, une réponse absolue à cette question. Oui ou non? Attention, la réponse à cette question est indépendante de l'importance du risque. On répondrait oui à cette question si le risque relatif était de 10, aussi bien que s'il était de 1,0001.
Et nous allons donc faire une étude pour essayer de répondre à cette question. Et cette étude va conclure oui ou non. Mais cette étude peut se tromper. Si la vérité est non, et que notre étude conclut non, on a raison. Pareil, si la vérité est oui, et notre conclusion oui. Mais si la vérité est non, et que notre conclusion est oui, on fait une erreur, dite de type 1. La probabilité de faire cette erreur est dite risque alpha. Dans notre exemple, le risque alpha est la probabilité de conclure à tort que les graines de chia sont un facteur de risque de cancer. Le risque alpha, c'est un peu le risque de fausse positivité. C'est le risque de faire du buzz. De retour sur le plateau de Direct Investigation où nous reparlons du scandale des graines de chia à l'origine de graves cancers. Pour rien. Si la vérité est oui et que notre étude conclut non, on fait alors une erreur de type 2. La probabilité de faire cette erreur est le risque bêta. Dans notre exemple, le risque bêta est la probabilité de passer à côté du fait que les graines de chia sont effectivement un facteur de risque de cancer. C'est un peu le risque de fausse négativité. La capacité d'une étude à mettre en évidence son hypothèse alternative, sachant qu'elle est vraie, est appelée la puissance. C'est en quelque sorte sa capacité à faire une vraie découverte. On en conclut que le risque bêta est donc de 1 moins puissance. Tout ça, c'est très important pour pouvoir interpréter les résultats des études. Quand une étude est positive, on va regarder la probabilité qu'elle se trompe, on va regarder son risque alpha, souvent matérialisé par le petit p. Quand une étude est négative, on va aussi regarder la probabilité qu'elle se trompe, donc son risque bêta ou sa puissance. Quand une étude est négative, plus elle est puissante, moins elle a de chances d'être passée à côté du fait que son hypothèse alternative est vraie. Dans notre exemple, si on fait une étude très puissante sur les graines de chia et le cancer et qu'elle est négative, il y a très peu de chances que les graines de chia soient effectivement un facteur de risque de cancer. En revanche, si on fait une étude très peu puissante sur la question, même si cette étude est négative, il est tout à fait possible que notre hypothèse alternative soit vraie, mais que notre étude soit passée à côté par manque de puissance. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9,000! What, 9,000? There's no way that can be right! Sans rentrer dans les détails techniques, la puissance d'une étude de recherche de facteurs de risque est d'autant plus importante qu'elle suit un nombre important de sujets pendant longtemps et que l'augmentation absolue du risque qu'elle recherche est importante. Vous allez voir, ça se comprend assez bien. On va observer des sujets qui présentent le facteur de risque, c'est-à-dire qui consomment des graines de chia, et des sujets qui ne le présentent pas. Et on va compter dans chaque groupe le nombre de personnes qui développent un cancer. On va donc rechercher l'augmentation absolue du risque de cancer lié à la consommation de graines de chia. Imaginons que le risque relatif de cancer lié à la consommation de graines de chia soit de 2. Imaginons que le cancer soit une maladie extrêmement fréquente qui a une probabilité d'apparition de 10% par an hors consommation de graines de chia. Si ces graines entraînent un risque relatif de cancer de 2, il suffira d'observer 100 personnes pendant 1 an pour pouvoir apparaître 10 cancers dans un groupe et 20 dans l'autre. Soit une augmentation absolue du risque de plus 10 pour 100 personnes par an. Et donc de se rendre compte assez simplement et assez rapidement de l'augmentation absolue du risque. Mais si cette maladie est plus rare, disons une probabilité d'apparition de 1 chance sur 10 000 par an, si vous observez 100 sujets pendant 1 an, vous ne verrez aucune personne tomber malade dans aucun des deux groupes. Il vous faudra observer environ 10 000 personnes pendant 1 an dans chaque groupe pour voir apparaître un cancer dans le groupe sans graines et 2 dans l'autre groupe, soit une augmentation absolue de risque de plus 1 pour 10 000 par an. Une étude de recherche de facteurs de risque, c'est une espèce de loupe qui cherche à mettre en évidence une augmentation absolue du risque. Ça veut dire 2 choses. La première, c'est que plus l'augmentation absolue du risque est faible, plus elle est difficile à voir, plus notre étude doit observer un nombre important de personnes pendant longtemps pour la mettre en évidence. A l'inverse, quand une étude de recherche de facteurs de risque est négative, on ne pourra effectivement jamais affirmer pour autant qu'on est sûr que l'augmentation absolue du risque est nulle. Car on ne peut pas exclure la possibilité que si on avait observé encore plus de sujets pendant encore plus longtemps, on n'aurait pas fini par mettre en évidence une différence. Mais on peut dire que soit elle est nulle, soit elle est en dessous du niveau de détection de notre étude. Et donc, si notre étude a observé un très grand nombre de personnes pendant très longtemps, on peut dire que cette augmentation est soit nulle, soit extrêmement faible. La deuxième...
faible. La deuxième, c'est qu'il est absolument impossible de se rendre compte, comme ça, spontanément, que quelque chose est un facteur de risque d'une maladie, tant qu'on n'a pas regardé scientifiquement et spécifiquement si c'était le cas. Si, quand même, il y a des trucs, on voit bien que ça augmente le risque de certaines maladies. Et puis à l'inverse, il y a des trucs, si ça augmentait le risque, on le verrait bien, on le saurait depuis le temps. On n'a pas besoin de faire des études pour tout non plus. Le chlorure de sodium, appelé communément sel, est l'une des molécules les plus présentes sur notre planète. Les océans en contiennent des quantités inépuisables. Le corps humain lui-même en contient en grande quantité, et il s'agit d'un composant absolument indispensable à son fonctionnement. Depuis l'Antiquité, l'homme extrait le sel de son milieu naturel pour le consommer. Le sel est un des aliments les plus naturels, les plus indispensables et les plus anciens qui existent. Notre consommation de sel est responsable de plus de 1,5 million de morts par an dans le monde. Et si l'homme l'utilise depuis des millénaires, ce n'est que très récemment que nous avons mis en évidence que sa consommation pouvait présenter un risque. Car ce n'est que très récemment que nous nous sommes posé la question et que nous avons fait les études nécessaires pour pouvoir y répondre. Ici, dans notre étude, l'augmentation absolue du risque de plus 1 sur 10 000 par an apparaît clairement. Mais voilà comment se présentent les choses dans la vie courante. Et voilà ce que nous voyons spontanément. Pêle-mêle, des sujets sains, des malades, des sujets qui présentent le facteur de risque, d'autres pour lesquels on ne sait pas. Dans ces conditions, sauf si l'augmentation du risque est absolument colossale, comment voulez-vous vous rendre compte de quoi que ce soit ? Les graines de chia pourraient tout à fait être un facteur de risque de cancer, mais sans faire une étude dédiée, tu ne le sauras jamais. Ton hypothèse nulle, c'est que tu considères que par défaut, ce n'est pas le cas. Pour en revenir à notre exemple initial du Mediator, les premières études qui avaient permis la mise sur le marché du médicament n'avaient étudié que quelques dizaines de sujets. Elles étaient donc très loin d'avoir la puissance nécessaire pour pouvoir mettre en évidence une augmentation absolue du risque de valvulopathie de 49 millième par an. D'accord, mais depuis 1974, il y a dû avoir d'autres études quand même. Effectivement, mais là le Mediator, c'est pas le sujet, c'est juste un exemple pour comprendre les concepts de facteurs de risque absolu, de puissance d'une étude et les liens qui existent entre tout ça. Tout ce que nous avons vu sur la recherche de facteurs de risque est parfaitement transposable dans le cadre de la recherche de l'efficacité d'un traitement. On va observer des sujets qui prennent le traitement et des sujets qui prennent le placebo, et on va chercher la différence absolue d'efficacité entre les deux groupes. Plus cette différence est importante, c'est-à-dire plus notre traitement est efficace, plus cette efficacité sera facile à mettre en évidence. A l'inverse, en cas d'étude négative, plus l'étude a observé un nombre important de sujets pendant longtemps, moins l'efficacité du traitement, si tant est qu'elle ne serait pas nulle, serait faible. On ne pourra jamais démontrer qu'un traitement n'a pas d'efficacité. Mais si une étude puissante destinée à la rechercher est négative, on peut dire que cette efficacité, si tant est qu'elle existerait, serait faible. C'est pour cette raison que si vous êtes un charlatan, vous avez beaucoup plus intérêt à ne pas faire d'études et à rester au niveau 0 qu'à faire des études qui risquent d'être négatives, on y reviendra. Et encore une fois, sauf si le traitement est miraculeux et son bénéfice absolu colossal, il est absolument impossible de s'en rendre compte comme ça spontanément de son efficacité. Attention, la puissance n'est absolument pas la probabilité que l'hypothèse alternative soit vraie. Nous ne sommes pas ici dans un raisonnement bayésien. Il s'agit de la probabilité qu'une étude mette en évidence une hypothèse alternative, sachant que cette dernière est vraie. C'est pas du tout la même chose. Je vous accorde que la différence n'est pas forcément facile à comprendre. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Pour tous ceux qui ne sont pas habitués aux probabilités conditionnelles, voici un exemple qui, je trouve, permet de bien comprendre. Imaginez que vous vous posiez la question de savoir s'il existe un cube vert dans votre salon. Votre hypothèse nulle va donc être « il n'y a pas de cube vert dans mon salon » et votre hypothèse alternative « il y a un cube vert dans mon salon ». Vous savez très bien à quoi ressemble un cube vert et dès que vous le verrez, vous le reconnaîtrez immédiatement. Le problème, c'est que vous n'avez aucune idée a priori de la taille que fait ce cube vert. Ce cube vert, c'est bien entendu l'augmentation absolue du risque dans le cadre de la recherche d'un facteur de risque ou l'efficacité absolue de votre traitement dans le cadre de l'efficacité thérapeutique d'un traitement. Soit vous ne le cherchez pas, et vous restez donc sur l'hypothèse nulle qui est qu'il n'y est pas.
soit vous le cherchez dans votre salon. Plus il sera gros, plus il sera facile à trouver. Si vous l'avez cherché et que vous ne l'avez pas trouvé, vous ne pourrez jamais affirmer avec certitude qu'il n'y est pas. Car, quelle que soit la méticulosité de votre recherche, vous ne pouvez pas exclure qu'il y était, mais qu'il était tellement petit que vous ne l'avez pas vu. Et même si vous avez été infiniment méticuleux, vous ne pouvez pas exclure qu'il y était, mais que vous ne l'avez pas trouvé parce qu'il était infiniment petit. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que plus vous avez cherché partout et pendant longtemps, plus le cube soit n'existe pas, soit s'il existait, serait petit.